Oui, oui, je vous Très entends. bien. Si Bon, vous j'ai perdu, m'entendez, bah, tout va je bien. suis désolé, donc je vous donne la parole, Evelyne. Alors, en fait, c'est par rapport à la connaissance de ce virus. Alors, je dois dire, bon, on travaille ensemble, Evelyne, déjà depuis plusieurs mois au Conseil de santé publique, et on a vu arriver un grand nombre de publications sur ce nouveau virus, même si c'est un virus respiratoire. Et donc, je vous ai demandé, Evelyne, de faire le point sur les modes de transmission aérienne de ce nouveau coronavirus. Mais vous allez nous présenter un petit peu les modes de transmission finalement de ce virus. C'est important de connaître ces modes de transmission et de bien les stabiliser parce que derrière, il y a des modes de prévention pour la population. On a beaucoup discuté des modes de prévention, la distanciation, le masque, etc. Et plus tard, nous parlerons aussi des aspects de la ventilation, de la climatisation. Voilà. Donc, je vous donne la parole, Evelyne, pour nous présenter cette transmission aérienne de ce nouveau coronavirus. Merci, Fabien. Bah, je remercie, les organisateurs de cette matinale, de m'avoir invitée. Je me présente, rapidement. Je suis directrice d'un laboratoire qui s'appelle le CERTES à l'UPEC et on travaille entre autres sur la qualité de l'air intérieur. Je suis, spécialiste en physique et métrologie des aérosols et à ce titre, je travaille depuis une quinzaine d'années avec le CSTB sur la dispersion, des bioaérosols dans les environnements intérieurs. Et parmi ces cas de dispersion, on a étudié, les émissions oropharyngées. Transparent suivant. Ah, ça passe pas. Transparent suivant. Voilà. On est tous Ouais, il y devenus, a un décalage, hein, je suis désolée, mais ah d'accord. c'est entre Je quand je mets la slide et quand elle arrive sur votre écran. D'accord, je serai patiente. Donc, il J'ai faut pas demander possi peut-être bien avant ta diapo. Il faut la demander un D'accord. peu. J'ai pas possibilité d'avoir un pointeur. Donc là, je peux pas, pointer sur le transparent, je pense. Ça doit pas être possible. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc on est tous, devenus spécialistes, plus ou moins, des différents modes de transmission, de ce virus, puis d'autres virus d'ailleurs, hein. On a tous vu, les modes de transmission, donc par contact direct, par, transmission plus ou moins indirecte par contact avec des surfaces. Et puis on va s'intéresser à la transmission, par voie aérienne. Donc c'est, la dernière voie, celle qui est la quatrième voie, hein, dans ma petite pyramide. Dans la transmission aérienne, finalement, on a 2 modes principaux qui s'appellent mode gouttelette et mode aérosol. Pour, faire simple, mode gouttelette, c'est un mode de transmission qui consiste à une émission de grosses gouttelettes, par une personne qui vont aller s'impacter directement sur la personne qui se trouve, à proximité. Alors sur les muqueuses, hein, pour que ça soit infectieux. Et puis le mode aérosol qui, est un mode, plus indirect puisqu'en fait la personne, infectée va émettre des gouttelettes qui vont, produire des aérosols qui vont pouvoir être inhalés ou se déposer sur les muqueuses. Donc en fait, heu, Lorsqu'un nouveau virus apparaît, finalement, on se pose toujours la question: «Est-ce que la transmission par voie aérosol est prépondérante ou est-ce que le mode gouttelette est prépondérant?» Et donc c'est assez difficile en général de répondre à cette question, on va le voir. Donc actuellement, alors je parle sous le contrôle des médecins, mais il y a 2 virus qui sont, dont le mode aérosol est vraiment confirmé. C'est la varicelle et la rougeole. Et pour les autres virus du type grippe, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, et cetera, on considère qu'il y a le mode gouttelette est prépondérant, hein, pour les contaminations, en voie aérienne. Alors, c'est encore en discussion, par exemple pour le SARS-CoV-2, il a pu être montré quand même que certaines contaminations avaient pu, être, faites en voie aérienne sous forme aérosol. Voilà,
c'est un point important parce qu'en fait, si les transmissions aérosols sont possibles, il va falloir prendre des précautions particulières, hein, qui s'ajoutent, aux autres modes de prévention, la ventilation et puis, le port d'équipements de protection. A alors pour définir, on peut passer au transparent, suivant. Alors, donc de quoi parle-t-on en fait? On parle d'émissions oropharyngées puisque en fait le mode aérien provient des émissions oropharyngées. Donc, une émission oropharyngée finalement, elle est composée d'un flux d'air. Alors c'est un flux d'air, discontinu, turbulent, en provenance de la bouche ou du nez, donc qui, sort à une vitesse qui est variable en fonction de l'activité. Pour la respiration, ça peut aller de 1 mètre par seconde à un éternuement, qui peut aller jusqu'à 100 mètres par seconde, donc c'est des vitesses d'air, très variables. La température de l'air, expiré varie, d'environ 32 à 36 degrés. Alors c'est dépendant de la température extérieure et de la provenance du jet, le nez ou la bouche. Et puis c'est un jet qui est très fortement, humide, donc proche de 100. On caractérise le jet, donc vous voyez la petite figure qui est, en bas, par différents paramètres physiques, et un paramètre, notamment et très important actuellement, c'est la distance de propagation, puisque c'est ça qui va permettre, effectivement de voir si les recommandations de distanciation sont, suffisantes. Transparent suivant. Voilà, donc j'ai cherché un petit peu donc dans la littérature, parce que depuis janvier 2020, on s'intéresse beaucoup à ces flux d'air oropharyngés et on essaye de les caractériser par différentes techniques. Donc là, c'est un article qui est sorti en octobre 2020. Donc il n'y a pas longtemps, où on visualise finalement lorsqu'une personne tousse, les vitesses de l'air, donc autour de la personne. Donc on voit très bien, visuellement par les petites taches rouges, hein, qui correspondent aux vitesses d'air les plus importantes, la distance de propagation, du jet, donc qui peut être différente, en fonction de l'activité. Donc là, on a en haut une personne qui tousse une fois, en bas, une personne qui tousse, mais cette fois-ci avec un masque et on voit que l'impact, sur l'air qui se trouve autour de la personne est très différente. Voilà, la figure qui est juste à côté, donc c'est une personne qui parle, hein, c'est pareil, on voit un impact aussi assez différent d'une personne qui tousse. Donc ça, c'est pour caractériser les flux d'air. Donc maintenant, on peut passer au transparent suivant. Donc ce flux d'air finalement, il transporte, des gouttelettes, alors qui ont une origine, qui peut être différente. Donc ce sont des gouttelettes qui sont formées par le passage, essentiellement par le passage de l'air en fait, dans, l'appareil respiratoire. C'est formé par des forces de cisaillement, hein, qui passent, donc de l'air qui passe sur les fluides qui tapissent les voies respiratoires à l'inspiration et expiration. Il y a des gouttelettes également qui sont produites au moment de la réouverture des petites voies aériennes et des alvéoles, puisqu'en fait, il y a une déstabilisation du fluide, qui se trouve là. Et puis, on peut avoir également d'émissions de mucus, qui recouvrent les cordes vocales et l'émission de gouttes de salive qui sont dues au mouvement des lèvres, de la bouche, et de la langue. Alors, ces gouttelettes qui proviennent de différents endroits finalement, contiennent, ont la même composition que, la salive ou les mucus et elles peuvent, donc elles sont principalement composées d'eau, de substances minérales, essentiellement des sels et des substances organiques. Alors évidemment, elles peuvent contenir des virus et des bactéries lorsque les personnes sont infectées. Alors tout en bas, on voit, une gouttelette et cette gouttelette, une fois qu'elle arrive, dans l'air ambiant, finalement, elle va, perdre son eau très rapidement. Et en perdant son eau, finalement, ce qui va rester, c'est un résidu sec qui, est composé essentiellement de sel et éventuellement de virus ou de bactéries si, il y en avait au départ. Alors il faut savoir que les cinétiques d'évaporation des gouttes sont extrêmement rapides. Vous pouvez retenir qu'une goutte d'eau de 10 microns va mettre moins de 1 seconde à s'évaporer. Voilà, donc c'est des cinétiques très rapides. On peut passer au transparent d'après. Bien, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'intéresse également donc au nombre de gouttelettes qui sont, émises
par seconde en fonction de l'activité. Alors, jusqu'à récemment, on s'intéressait surtout aux émissions par des personnes malades, c'est-à-dire, enfin, avec des symptômes, qui toussent ou qui éternuent. Et puis finalement, là, plus récemment, on commence maintenant à s'intéresser aux émissions, par des personnes qui parlent et puis par des personnes simplement qui respirent, puisque là, on se rend compte qu'en population générale, finalement, ça peut être des choses qui sont importantes. Donc, je vais parler de ce qui se passe pour la parole. Par exemple, on émet entre 1 à 50 particules par seconde. Il y a certaines personnes qui émettent beaucoup plus, jusqu'à 10 fois plus. Plus on parle fort, plus on émet de particules, de gouttelettes, et puis, ça semble indépendant de la langue qu'on utilise. Et donc, pour la respiration, en revanche, donc c'est une activité qu'on fait en permanence. Alors ça émet beaucoup moins, hein, c'est plutôt inférieur à 2 particules par seconde, mais en revanche, c'est une activité que les personnes font, continuellement. Alors transparent d'après, donc on a, un petit peu caractérisé nos gouttelettes, leur composition, le nombre émis. Donc il y a un petit délai. Voilà, donc maintenant, une fois qu'elles sont émises, qu'est-ce qui va se passer? Bah, finalement, à la sortie de la bouche ou du nez, elles ont une certaine taille. Donc c'est, représenté par les petits graphiques, hein, c'est-à-dire une concentration en fonction du diamètre, qui est donc qu'on appelle une granulométrie. Donc, on a une taille initiale des gouttelettes et puis elles vont s'évaporer jusqu'à former, donc, vous voyez sur la droite, des, résidus secs dont la granulométrie évidemment a des diamètres beaucoup plus faibles. Donc, transparence suivant. Il y a des mesures dans la littérature donc, qui se sont intéressées à la taille des gouttes à la sortie de la bouche ou du nez et à la taille des résidus secs, donc c'est assez différent. Donc pour la taille des gouttes finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que, bon déjà c'est assez difficile à mesurer, il y a très peu de mesures directes dans la littérature et les tailles qu'on retrouve, c'est compris entre 1 micron et 1 millimètre. Donc il y a des très, très grosses gouttes et des toutes petites. Alors sachant que les très, très petites, on ne peut pas les mesurer directement, les techniques de mesure sont pas, permettent pas de descendre en dessous du micron. On peut retenir également qu'on a un maximum d'émissions entre 3 et 30 microns, pour les gouttelettes. Pour la taille des résidus secs, alors, là on retrouve des particules qui sont beaucoup plus fines, en général inférieures à 10 microns. Donc qui sont vraiment dans le domaine des aérosols pour le coup et qui vont pouvoir rester en suspension très longtemps dans l'air. Transparence suivant. Alors, maintenant qu'on a caractérisé la taille de nos gouttes, leur taux d'émission et puis dans quoi elles sont émises, bah, finalement on s'intéresse de savoir est-ce qu'il y a des virus dedans? Donc là évidemment depuis, très longtemps, on s'intéresse aux pathogènes dans les émissions oropharyngées. Donc, il y a, beaucoup de publications sur, la recherche de champignons pathogènes, de bactéries pathogènes et de virus pathogènes, enfin de virus, hein, dans les émissions oropharyngées. Donc je vous ai mis à droite une photo, d'une publication de 1966 où on a un collecteur d'émissions oropharyngées qui permettait de collecter les émissions, de virus, par des personnes infectées par la grippe. Alors ce type d'appareil, c'est un peu sophistiqué. Donc on a par exemple à gauche, en bas, un appareil qui est beaucoup utilisé actuellement dans la littérature. Enfin, il y a beaucoup de publications avec cet appareil. Donc c'est un appareil qui, permet de collecter les gouttelettes, hem, pour 2 classes de taille différentes, inférieures à 5 microns et supérieures à 5 microns. Donc une fois qu'elles sont collectées, on fait une analyse pour voir s'il y a des virus. Et puis plus récemment, donc là le professeur Maosheng Yao de l'université, Beijing University a, réalisé, enfin un nouveau petit système qui s'appelle le BioScreen, qui, permet donc vous voyez simplement de collecter les émissions oropharyngées de manière très, très light on va dire, puisque les personnes soufflent simplement dans une paille pendant 5 minutes et ça permet vraiment de collecter, l'ensemble des émissions. Alors transparence suivante. J'ai recherché, dans la littérature finalement si, pour le SARS-CoV-2 on avait trouvé, hem,
on trouve finalement dans les exhalaisons du virus. Alors, il y a beaucoup de choses, par prélèvement, de salive et cetera, enfin, mais sur les exhalaisons, finalement, alors, si vous en connaissez d'autres, je suis preneuse, mais en tout cas, j'ai trouvé cette publication d'août 2020, donc qui est faite par le professeur Maoshen Yao, et donc ils ont testé donc avec le BioScreen 52 patients, et il faut déjà retenir une chose, c'est que finalement sur ces collectes, seulement 27 à peu près des collectes étaient positifs. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, sur les 27 finalement qui étaient positifs, ils ont pu calculer un taux d'émission de virus par seconde par les personnes, donc qui varie entre 30 et 6 000 virus par seconde émis par des personnes qui respirent. Alors, ils respirent un peu spécialement parce qu'ils respirent dans une paille, hein. Alors, j'ai recherché également s'il y avait des publications sur finalement sur quelle taille de goutte on retrouve le plus de virus. Alors, il y a quelques publications, mais pas sur SARS-CoV-2. C'était sur la grippe et des coronavirus saisonniers. Alors, en analysant un petit peu, on voit que pour le moment, les résultats, il y a trop peu de résultats finalement pour pouvoir conclure. Et donc, je ne m'avancerai pas sur une affirmation pour dire si les virus sont plus sur les particules, les gouttes fines ou plus grosses. Alors, on peut passer au transparent d'après. Alors, une fois que les gouttelettes sont émises dans le jet, donc c'est un jet turbulent, on a deux cas possibles finalement. Donc, soit vous avez le cas de gauche, vous avez une gouttelette là par exemple de 20 microns, des gouttelettes de 20 microns qui sont émises dans un jet, et elles vont avoir le temps finalement de sécher avant et d'être emportées par les flux d'air, et donc elles vont rester en suspension ensuite dans la pièce. Pour les plus grosses, donc là par exemple à droite, des gouttelettes de 100 microns, elles n'ont pas le temps de sécher et en fait par gravitation, elles vont tomber très rapidement à proximité de la personne. Donc celles-ci ne vont pas former d'aérosol. Alors, donc, pour le moment, on a des modélisations simplifiées, mais c'est en train de s'améliorer grandement avec toutes les équipes qui se sont mis à travailler là-dessus dans le monde. Je veux bien passer au transparent d'après. Voilà, bon, alors là, il y a une petite animation. Donc, pour vous illustrer ce qui se passe, donc là, c'est un projet qu'on avait réalisé en 2017 avec le CSTB. Donc, on cherchait à étudier la propagation d'un virus aéroporté dans une salle de classe. Donc, on voit des étudiants qui sont assis à leur table dans la salle et un étudiant émetteur au fond donc je ne sais pas si vous voyez, hein, mais donc au fond de la classe, qui est en train de parler. Et donc là, c'est une simulation lorsqu'il émet des gouttes de 40 microns. Et en fait, ce qu'on voit, c'est le jet finalement d'émission qui se disperse, et les gouttelettes vont finir par se répartir, enfin les gouttelettes vont sécher très rapidement et former des résidus secs de 7 microns environ, hein. Et finalement, la concentration résidu sel dans la salle de classe va être très homogène. Donc, on l'a montré à la fois expérimentalement et en modélisation. Les résidus secs se déposent de manière complètement homogène sur toutes les tables, même les plus lointaines. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Donc la seule différence, c'est en champ proche. Alors, ce que j'appelle le champ proche, c'est l'étudiant qui se trouve juste devant. Donc, on voit bien qu'il est impacté parce qu'il reçoit le jet. Et puis, l'étudiant qui se trouve juste à côté. Voilà. Mais en dehors du champ proche, finalement, tout le monde va profiter des émissions et pouvoir respirer les résidus secs. Donc, évidemment, ce n'est pas extrapolable parce que là, c'est une configuration particulière, mais on peut montrer effectivement, là, dans ce cas-là, l'importance de la ventilation pour traiter ce genre de problème. Transparent suivant. Alors, pour finir ma présentation, je voulais vous parler de l'effet du port du masque chirurgical ou grand public sur la dispersion des résidus secs. On entend beaucoup, donc transparent suivant, on entend beaucoup dire finalement que le masque chirurgical
pas efficace sur les aérosols. Alors c'est vrai qu'il a été plutôt fait pour travailler sur les grosses gouttes. Bon, alors, je voudrais essayer de voir, enfin, vous me donnez un petit peu mon point de vue. Donc, lorsque je parle actuellement, là, je suis en train d'émettre, donc vous voyez la figure qui se trouve au centre, je suis en train d'émettre des gouttelettes dont la taille est comprise entre 3 et 1000 microns. Et donc, j'en émets en permanence. Pour les plus grosses, elles vont très rapidement retomber par gravitation, comme je vous l'ai dit. Et puis, aux environs de 50-60 nanomètres, en dessous de 50-60 nanomètres, elles vont avoir le temps de sécher et de produire des résidus secs. Et les résidus secs, eux, ils ont un diamètre. Donc là, vous pouvez regarder la figure qui est juste à côté. Voilà, tout à droite. Et là, les résidus secs, eux, ils vont avoir des tailles qui, pour la plupart, sont en dessous de 10 microns. Donc, ils vont pouvoir vraiment rester en suspension pendant très longtemps. Si je parle maintenant avec mon masque chirurgical, je vais à la fois bloquer effectivement les grosses gouttelettes qui auraient dû sédimenter à côté de moi, mais je vais aussi bloquer les gouttelettes entre 3 et 50 microns. Et ces gouttelettes ne formeront pas des résidus secs au final. Donc finalement, le port du masque va permettre de réduire considérablement la concentration en résidus secs dans la pièce. Ils vont avoir un autre avantage, c'est qu'ils vont modifier l'orientation du jet. Non, le transparent, non, je veux bien rester sur le transparent d'avant. Donc, ils vont modifier l'orientation du jet et réduire la distance de propagation du jet. Bon, ça ne repasse pas. Bon, c'est pas grave. Et alors, évidemment, il y a un problème, voilà. Le masque n'est pas parfait, il y a des fuites sur les côtés. Donc là, on peut dire qu'il y a effectivement un petit peu de gouttelettes qui vont quand même sortir. Et puis, donc le masque chirurgical a une efficacité un peu moindre, alors je relativise, hein, un peu moindre en dessous de 3 microns. Voilà, donc il reste encore beaucoup de questionnements. Je vais bien passer au transparent d'après. Donc du point de vue de la physique des aérosols, donc on aimerait bien connaître le taux d'émission pour les gouttes initiales inférieures au micromètre, puisque là finalement on voit qu'on n'a pas de mesure. On aimerait bien mettre au point des méthodes, alors je pense que c'est quand même un petit peu en bonne voie quand même, des méthodes de mesure en temps réel des virus aéroportés, donc ça serait vraiment idéal. Améliorer la modélisation, donc là il y a beaucoup d'équipes actuellement qui travaillent là-dessus dans le monde. On voudrait également pouvoir savoir si la concentration en virus dans les gouttes dépend de la taille des gouttes. Et puis, deux autres questions importantes. Est-ce que la cinétique de séchage des gouttes a une influence sur l'infectiosité du virus? Donc ça peut être un point important. Et quelle quantité de virus est nécessaire pour infecter une personne? Donc là, je sais que c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Evelyne. Merci Evelyne de cette présentation très didactique qui nous explique finalement comment le virus se disperse dans une pièce et comment le masque peut permettre aussi de limiter finalement la formation de ces particules fines qu'on va retrouver dans l'air et qui peuvent être porteuses du virus. Alors, je vais passer la parole toujours dans cette même séquence à monsieur Christelle Mollet, qui, lui, oui, va nous parler des... Oui, pardon. Pardonnez-moi, Fabien. Effectivement, en revanche, les questions que vous me demandiez tout à l'heure ont été posées entre-temps. Et c'est vrai qu'il y a une question qui a été posée peut-être en rapport effectivement avec ces sujets donc de ventilation, enfin, qui va être le sujet évoqué par Christine Mollet. La question était, qu'en est-il des purificateurs d'air, sachant qu'il y a un certain nombre de pays testent, et quel est un petit peu le point de vue de certains d'entre vous sur ces sujets-là? Très bien. Eh bien, on va justement évoquer ce sujet parce que, en fait, ce que vient de nous présenter Vinci 1, et avec le port du masque et la distance, puisqu'on a vu l'importance des gouttelettes et donc dans la transmission et donc la distance physique, ça c'est on maîtrise la source d'émission
Et ensuite, il y a la notion de renouvellement d'air avec la ventilation, l'aération, dont on va nous parler dans un instant. Et il peut y avoir une troisième voie qui est celle de l'épuration de l'air, dont on va également évoquer le sujet. Donc, je donne la parole à Christelle Mollet qui, évidemment, dans un bâtiment, il y a des installations de climatisation, des systèmes de ventilation, et comment on va prendre en charge finalement ces installations par rapport aux connaissances que vient de nous présenter Vingéen, par rapport à la formation d'un aérosol présent dans les pièces et qui va se diffuser peut-être un petit peu partout avec les mouvements d'air. Donc merci à Christelle Mollet de nous faire sa présentation. Il est président du comité stratégique froid climatisation d'Uniclimat. Uniclimat est le syndicat des constructeurs d'équipements de ventilation, froid et climatisation et chauffage. Voilà, je vous donne la parole, Christelle Mollet. Merci, Dr Sinazi. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente effectivement Christelle Mollet. Je suis le, le président du comité stratégique froid climatisation chez Uniclimat. Et je tiens d'ailleurs à remercier le Dr Sinazi et Patrick Doncet pour leur invitation à cette matinale. Je vais vous montrer que dans le premier slide, donc c'est juste pour resituer ce qu'est Uniclimat aujourd'hui. On peut passer au prochain slide, s'il vous plaît. Uniclimat est aujourd'hui le syndicat le plus représentatif des industriels fabriquant les systèmes justement de ventilation, climatisation, chauffage, et principalement utilisant d'ailleurs des systèmes d'énergie renouvelable, des systèmes thermodynamiques. Donc en quelques chiffres, ça représente près de 80, non sur le slide d'avant s'il vous plaît, près de 90 sociétés installées sur le marché de la ventilation et de la climatisation, avec plus de 20 000 emplois directs et près de 50 000 emplois indirects. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette association est extrêmement représentative de l'ensemble des industriels sur le marché. Plus de 90% de ce marché est détenu par les industriels adhérents d'Uniclimat. Donc vous voyez que la parole d'Uniclimat est assez porteuse sur le marché. Sur le slide suivant, je crois qu'il est important déjà de resituer le contexte, parce qu'on entend énormément parler de climatisation dans les médias, mais il ne faut pas confondre, je dirais, la climatisation et la ventilation. Climatiser, c'est en général traiter l'air d'un local, traiter l'air, c'est-à-dire le filtrer dans un premier temps, et puis ensuite soit le chauffer, soit le refroidir. Ce qui nous amène à dire également que même désormais, puisque l'on est rentré dans la période hivernale, les systèmes de chauffage et climatisation sont toujours en fonctionnement, et donc ils génèrent, de par leur ventilation, des brassages d'air dans les locaux. La ventilation, quant à elle, elle ne fait que filtrer et renouveler l'air d'un local, donc elle est également extrêmement importante. Elle permet notamment l'extraction de l'air vicié, mais aussi l'apport de l'air neuf, qui vient en général de l'extérieur. Donc ce sont bien des systèmes techniques complètement différents, hein, la climatisation et la ventilation. Et puis malheureusement, on peut constater à l'heure actuelle qu'il y a encore beaucoup de bâtiments existants construits effectivement avant les années 50 par exemple, qui ne bénéficient pas malheureusement de ventilation générale et permanente. Donc ça, c'est un constat, et il faudra trouver aussi des solutions pour ces bâtiments. En tout cas, aujourd'hui, ce que l'on peut dire dans le domaine de la ventilation et de la climatisation, c'est qu'il faut impérativement maintenir en fonctionnement les équipements techniques de manière à apporter évidemment le confort dans les bâtiments, mais aussi à renouveler l'air dans les locaux. Ça, c'est important. On a pu entendre notamment cet été des informations. Il fallait absolument arrêter la ventilation ou la climatisation, notamment dans les magasins ou dans les lieux recevant du public. C'est une grave erreur parce qu'il faut évidemment continuer à renouveler l'air dans ces locaux et surtout à le traiter de manière à maintenir des températures mais aussi des hygrométries confortables dans les bâtiments, et ça on y reviendra un petit peu après.
Surtout également, l'intérêt de maintenir en fonctionnement ces équipements techniques, c'est d'apporter de l'air neuf régulièrement dans les locaux. Aujourd'hui, c'est possible via différents types d'équipements, comme les centrales d'air par exemple, les rooftops qui, comme leur nom l'indique, sont des équipements installés sur les toitures des bâtiments. Et ces équipements-là permettent d'apporter de l'air sain, on va dire, dans les locaux, et d'extraire en général l'air vicié. Donc ça se fait par l'intermédiaire de ventilation mécanique contrôlée. Et si malheureusement dans le bâtiment il n'y a pas de ventilation mécanique au travers des moteurs de ventilation, par exemple les de gaines, eh bien on peut tout à fait utiliser une ventilation naturelle, puisque vous le savez, par différence de température entre l'air chaud et l'air froid, il y a une ventilation naturelle qui s'installe entre la partie haute et la partie basse des locaux en général. Et si, encore une fois, cette ventilation naturelle n'est pas possible, eh bien on peut tout à fait ouvrir les fenêtres. C'est la recommandation d'ailleurs d'Uniclimat, d'ouvrir très régulièrement les fenêtres d'un bâtiment, notamment dans les bâtiments de bureaux. On recommande à minima d'ouvrir très tôt le matin quand les premières personnes arrivent dans leur bureau par exemple, et puis d'ouvrir entre midi et 2 lors du déjeuner, et d'ouvrir le soir avant de quitter les locaux. Donc, et si possible, d'ouvrir même encore plus régulièrement de l'ordre de 10 à 15 minutes toutes les heures. Ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, à minima, d'ouvrir 3 fois dans la journée, ça nous paraît un minimum vital globalement. De manière tout simplement à apporter de l'air neuf dans les locaux et surtout de diluer la charge virale finalement que l'on pourrait avoir dans les bâtiments. Alors, deuxième recommandation, lorsque l'on utilise une climatisation sans ventilation d'apport d'air neuf, finalement, on recommande à ce moment-là d'utiliser, bien d'ouvrir encore une fois les fenêtres, bien sûr, de ventiler au maximum. Et puis, les configurations que l'on retrouve très très souvent désormais dans les bâtiments de bureaux, qui sont ce que l'on appelle des open space, donc des larges espaces où on peut avoir différents bureaux. Et donc, les personnes sont disséminées dans un espace commun finalement. Eh bien, depuis début septembre, dans ces open space, la situation a un petit peu évolué, en mieux, on va dire, puisque désormais, beaucoup utilisent des plexiglas, par exemple, de séparation entre les bureaux, aussi bien devant les personnes que sur les côtés des personnes. Donc ça permet d'éviter les phénomènes de propagation que le professeur Géin a démontré tout à l'heure dans ses animations. Et puis également, le fait que ces personnes-là doivent désormais porter un masque lorsqu'ils sont dans cet espace commun, ce qui permet également de limiter, comme on l'a vu, la diffusion effectivement des aérosols notamment. Et donc, dans ces locaux-là, on recommande de continuer à utiliser, comme je le disais, les systèmes de climatisation et de ventilation sur un débit d'air nominal, finalement, qui correspond en général à la vitesse moyenne des équipements de climatisation, ce qui permet finalement de générer un flux d'air permanent et d'éviter la formation éventuelle de poches de concentration virale dans certains espaces. Le fait de maintenir un débit d'air régulier permettra d'éviter ce système de concentration. Par contre, dans d'autres configurations, lorsque l'apport d'air neuf n'est pas possible, à ce moment-là, on recommande plutôt de limiter le taux de brassage. Et à ce moment-là, on utilisera plutôt les systèmes de climatisation en petite vitesse. Voilà, donc en fait, l'utilisation des vitesses de ventilation dépend un petit peu de la configuration des locaux, mais honnêtement, dans la partie open space, donc les espaces communs des bâtiments de bureaux par exemple, on recommande d'utiliser la ventilation ou la climatisation en débit d'air moyen. Voilà. Prochain slide, s'il vous plaît. On continue dans les recommandations des professionnels, en évidemment demandant à maintenir et nettoyer le plus régulièrement possible. Donc on a une recommandation, c'est de l'ordre de 2 fois par mois, ou voire même toutes les semaines si c'est possible.
de nettoyer les filtres équipant les installations techniques avec de l'eau tiède savonneuse, puisque la plupart des filtres supportent ce type de nettoyage, qui n'est pas très agressif. L'intérêt du savon, à ce moment-là, ça permettra de détruire l'enveloppe lipidique des virus, par exemple. Et puis également, il y a la possibilité d'utiliser des solutions virucides qui doivent être conformes à la norme EN 14476. Là, c'est plutôt un système de virucide par aspersion qui sera utilisé au niveau des gros systèmes de filtres des centrales d'air, par exemple. Voilà, donc ça peut être intéressant également. Ça permet d'avoir un traitement assez efficace. Et également, par contre, ce que l'on recommande, là, c'est plutôt à l'attention des professionnels qui, eux, vont justement remplacer ces filtres ou les nettoyer, c'est de prévoir des EPI, donc des équipements de protection individuelle, qui sont tout simplement des gants, des masques, des lunettes, et puis aussi, pourquoi pas, des vêtements à usage unique. Mais en tout cas, les gants, les masques et les lunettes, c'est à minima les EPI qu'on doit utiliser pour éviter évidemment de s'infecter lorsque l'on va nettoyer ces filtres. Voilà. Donc il existe tout un tas de recommandations de la part des professionnels, vous les connaissez peut-être, les recommandations d'Uniclimat qui sont disponibles sur le site d'Uniclimat, une foire aux questions également qui a été réalisée avec l'Association française des pompes à chaleur et le syndicat des installateurs frigoristes. Mais il y a également d'autres recommandations qui ont été faites par l'AICVF, par exemple les ingénieurs français dans le domaine du chauffage et de la ventilation, et d'autres également. Notamment, je crois que dans le domaine de la filtration ultra haute efficacité, qui concerne plutôt les hôpitaux, les salles blanches ou les salles d'opération, il y a une association qui s'appelle l'ASPEC, qui peut donner des recommandations intéressantes. Alors, au niveau des filtres dont je viens de vous parler et qu'il est important, donc, encore une fois, de maintenir très régulièrement, il existe différents types de filtres. On a beaucoup entendu parler des filtres EPA, qui sont des filtres haute efficacité, High Efficiency Particulate Air, je crois, c'est l'acronyme en anglais, qui équipent d'ailleurs un certain nombre de purificateurs d'air, on y reviendra un petit peu après, aujourd'hui sur le marché. Ces filtres EPA sont effectivement très intéressants et ils ont des niveaux d'efficacité de l'ordre de, je dirais, 99% sur des particules supérieures en général à 0,3 microns. D'accord. Il existe également dans les salles blanches ou les salles d'opération des filtres encore plus performants qui s'appellent les filtres ULPA, ultra haute efficacité, mais qui malheureusement ne peuvent pas équiper tous les dispositifs de ventilation ou de climatisation, tout simplement parce qu'ils ont techniquement des pertes de charge très importantes, et que si on imaginait de mettre ces filtres ULPA sur tous les systèmes techniques existants, eh bien finalement, plus rien ne fonctionnerait. Puisque pour utiliser des filtres ULPA, on doit avoir des gros moteurs de ventilation et des gros ventilateurs qui permettent de combattre ces pertes de charge importantes. Voilà. En tout cas, sachez qu'ils existent et qu'ils sont largement utilisés, ces filtres ULPA, dans les salles d'opération aujourd'hui, les salles blanches, les laboratoires, etc. Et des ambiances confinées. Également, il existe, et notamment un fabricant français de rooftop l'a expérimenté cet été, des possibilités d'utiliser des lampes UVC dans certaines centrales d'air ou rooftop. Il y a un fabricant français qui s'appelle ETT, qui est un fabricant basé en Bretagne, les a utilisés de manière expérimentale. Alors après, ils n'ont pas encore de retour d'expérience terrain, mais en tout cas, c'était à la demande notamment d'un client final de supermarché. Ce fabricant français a utilisé des lampes UVC dans ces centrales d'air. D'autres solutions également existantes qu'on va voir dans le prochain slide existent aujourd'hui sur le marché, qui sont des filtres qui utilisent ce que l'on appelle la technologie plasma, qui est une technologie un petit peu plus évoluée et qui équipe aujourd'hui
des systèmes de climatisation destinés au marché du résidentiel, donc pour les particuliers, hein, pour les logements ou pour les maisons individuelles. Et ces solutions-là sont en cours de développement pour devenir finalement des possibilités optionnelles en accessoires pour pouvoir équiper des systèmes de climatisation et de ventilation déjà installés sur site. Donc ça, c'est, je pense, dans un avenir proche, une solution intéressante qui permettra d'améliorer, je dirais, les systèmes de filtration des équipements existants. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple. La technologie plasma, en fait, permet déjà d'avoir, vous le voyez sur le schéma, un système de pré-filtre qui va retenir les particules plus grossières, on va dire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un ioniseur à plasma qui va en fait générer une ambiance d'ions négative, finalement, autour de l'air qui va passer dans ce filtre et qui va désactiver finalement les virus et bactéries qui vont passer au travers de ce filtre plasma. Ensuite, il y a un troisième filtre que l'on appelle un filtre électrostatique qui, lui, est tout simplement une plaque de captage des virus ou bactéries rendus inactifs pour éviter évidemment de les retransférer dans l'air qui va être soufflé par l'appareil. Et puis, on a, ça c'est plus pour un confort, un système de filtre désautorisant à charbon en général. Et ensuite, l'air purifié est évacué à la sortie soufflage donc, du système de climatisation et de ventilation. Voilà, donc ces filtres-là, ils existent aujourd'hui dans certains équipements, notamment vendus aujourd'hui par un fabricant japonais qui s'appelle Mitsubishi Electric et qui diffuse ces produits. Aujourd'hui, je le disais encore, plutôt dans le domaine résidentiel, mais il y a des solutions techniques qui sont en cours de développement pour pouvoir les installer également dans les bâtiments de bureaux, par exemple. Sur le slide suivant, voilà, donc je parlais des prochains enjeux, mais dans les solutions techniques qui existent, on peut effectivement, puisque le docteur Schinazi en a parlé, évoquer les solutions des purificateurs d'air qui existent déjà sur le marché depuis de nombreuses années. Quasiment tous sont équipés aujourd'hui de filtres HEPA, donc ce qui permet effectivement de capter un certain nombre de particules, je le disais tout à l'heure, de l'ordre de 0,3 microns ou supérieur, et qui permet, alors certains, je crois, sont également équipés de la technologie plasma, donc là je n'ai pas de référence à vous donner sur le marché, mais je pourrais regarder plus en avant ce qu'il en est aujourd'hui. Mais les purificateurs d'air, je pense, sont une bonne solution à ajouter peut-être dans les ambiances open space de bureaux ou petits bureaux individuels, mais également chez le particulier, hein, pourquoi pas, de manière à améliorer, je dirais, la qualité d'air dans les locaux. Ça, c'est indéniable. Alors après, il faudra mener une étude probablement un peu plus précise sur la qualité des purificateurs d'air qui existent sur le marché. Tous ne sont pas bons, hein, évidemment. Donc, je pense qu'il faudra probablement passer par un référentiel de qualité, un label ou peut-être une norme pour évaluer la qualité de ces purificateurs. C'est important. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui, notamment à l'AFNOR, l'Association française de normalisation, donc une certification qui s'appelle la NF 536 sur les épurateurs d'air, qui permet de caractériser la qualité de la filtration, mais qui pour l'instant n'intègre pas le traitement des virus dans cette norme NF 536. D'ailleurs, ça me permet de me rappeler en même temps que dans les filtres de technologie plasma, aujourd'hui, je crois qu'ils avaient été testés et validés sur des virus de type H3N2, je crois. Donc, je ne suis pas médecin comme l'ensemble des auditeurs aujourd'hui, ou auditrices, mais je crois que c'était le virus de la grippe de Hong Kong, je crois, il me semble. Donc, cette certification NF 536, elle existe pour les épurateurs d'air, et ça peut être un bon moyen, en tout cas aujourd'hui, de vérifier la qualité
des équipements vendus sur le marché. Et puis, je pense qu'il est important également de pouvoir se poser la question si la réglementation finalement thermique ou énergétique qui nous est imposée aujourd'hui dans les bâtiments ne devrait pas finalement évoluer peut-être de manière temporaire, de manière à permettre des dérogations au niveau des débits d'air utilisés aujourd'hui, qui sont plutôt des débits d'air hygiéniques pour maintenir une certaine qualité d'air dans les bâtiments, mais qui n'ont jamais tenu compte finalement de la pollution que l'on peut connaître finalement malheureusement aujourd'hui avec le virus de la Covid-19. Donc, il est probable qu'il faudra faire évoluer cette réglementation pour permettre probablement des débits d'air plus importants dans les locaux, de manière à extraire plus d'air vicié et d'apporter plus d'air neuf dans les bâtiments. Au détriment, malheureusement, probablement de la consommation énergétique, hein, puisqu'il faudra plus chauffer les locaux, enfin apporter plus de puissance de chauffage en hiver et peut-être un petit peu plus de puissance de climatisation en été, mais en tout cas, ça ira dans le bon sens pour améliorer la qualité de l'air dans les locaux. Voilà. Je ne sais pas si j'avais encore un slide derrière, peut-être, pour finir sur les... Non, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Donc voilà, donc je termine avec cette réglementation qui devrait, à mon sens, enfin, à notre sens, chez Nekima, évoluer pour améliorer encore la qualité d'air dans les bureaux. Merci beaucoup pour cette présentation.